La vraie indépendance médiatique, c'est quelque chose qui se mérite. C'est quelque chose de très, très difficile à atteindre. Il ne faut pas venir se vanter quand on est financé par des très gros intérêts, par des mécènes. Et donc, il faut faire très attention d'où vient l'argent, ne jamais prétendre à une indépendance qu'on n'a pas, ne jamais prétendre à une vérité qu'on ne peut pas atteindre, et à une objectivité qu'on ne peut pas atteindre, et vérifier les conflits d'intérêts. C'est ce qui mine aujourd'hui nos institutions et nos démocraties. Dans la communication institutionnelle, extrêmement nombreux sont les conflits d'intérêts. On a des gens qui écrivent des tribunes dans Le Monde, par exemple, au moment où il y a l'initiative des multinationales responsables, deux personnes qui sont l'une présentée comme universitaire et l'autre comme philosophe, et elles s'avèrent être deux membres du conseil d'administration de LVMH, et ce n'est pas divulgué. Le New York Times, pendant 7 ans, il a publié les chroniques et les articles de deux journalistes qui étaient spécialisés sur Bill Gates. Ils ont parlé de Bill Gates en termes extrêmement élogieux. Il s'avère que ces deux personnes travaillaient en dehors, en parallèle, pour une société de Bill Gates. Ça a été signalé au New York Times, ça a fait un mini-scandale. Les articles sont toujours là, ils n'ont jamais été enlevés. Il y a des documents que l'OTAN a rédigés avec des universités comme Harvard sur la guerre cognitive. Ça, c'est la guerre de demain. Ça va être la guerre pour les cerveaux des gens ici, la guerre pour l'opinion publique. Quand l'OTAN parle de ça, il parle de ce que la Chine et la Russie vont faire comme guerre cognitive, mais on imagine que l'OTAN est aussi en train de préparer sa propre guerre cognitive, c'est-à-dire sur les réseaux, il y aura des armées de trolls ou de gens qui viennent influencer dans une direction ou dans une autre et créer des réalités et manipuler les perceptions. Qu'est-ce qui va venir comme contre-pouvoir face à ça? Qui va pouvoir faire réfléchir ces nouvelles générations, les ramener à la réalité, les faire atterrir, les désintoxiquer, les déradicaliser, leur dire ça c'est des psy-ops, c'est des opérations psychologiques de telle armée, faites attention. Qui va débunker ça? Et il faudra des armées de débunkers en face des armées de trolls. Et malheureusement, c'est un monde un peu dystopique qui s'ouvre à nous, que nous, aujourd'hui, ça nous dégoûte un peu d'imaginer ça. Mais tous ces gens qui passent tout ce temps sur le digital, eh ben, on va essayer d'attraper leurs opinions, d'attraper leurs adhésions. Et toutes les armes seront bonnes, hein, tous les moyens seront bons. Mireille Zaki, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de te recevoir dans le cadre de la chaîne Antithèse. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement? Alors, Mireille Zaki, je suis journaliste depuis 25 ans en tout cas. J'ai travaillé 9 ans au journal Le Temps, 9 ans au Bilan, le magazine Bilan, comme journaliste économique. J'ai fait 6 livres d'investigation sur UBS quand ils ont perdu 50 milliards dans les subprimes, sur la fin du secret bancaire, sur le dollar et son statut de monnaie de référence, sur la finance de l'ombre et sur la désinformation économique. J'aime bien être toujours en pointe des questions économiques, mais avec un angle vraiment sociétal et aussi géopolitique, parce que tout est lié et qu'on ne peut pas séparer les choses. Alors aujourd'hui, je m'épanouis beaucoup comme journaliste indépendante. Je collabore pour Blick en français et toujours pour le magazine Bilan. Je fais pas mal d'interventions TV et radio. Et j'aime bien mon rôle d'éditorialiste parce que je trouve que nous, en Suisse romande, on a besoin de stimuler le débat. Le débat a besoin d'être stimulé par des pensées aussi qui ne sont pas des pensées standards et de faire se parler les différentes opinions et s'ouvrir peut-être à d'autres idées que celles qu'on voit tout le temps, parce qu'on est un peu quand même dans une monoculture idéologique, à mon avis. Et justement, par rapport à cette monoculture, tu arrives assez remarquablement bien à garder une ligne qui te permet d'être critique sans être ostracisé ou mise de côté, ou mise au rebut finalement du débat. Quel est ton secret? Comment tu t'y prends? Oui, je crois que chacun d'entre nous, s'il veut se lancer dans la critique, c'est un art dans lequel il faut aussi voir quelles attitudes, quels mots, quel déclencheur peut te valoir l'ostracisation. Tu dois manier ta critique avec élégance, avec une base factuelle, avec des arguments très très solides. En fait, tu dois être plus solide que tes adversaires. Tu dois parfaitement connaître les arguments de tes adversaires. Comme disait John Stuart Mill, celui qui ne connaît que ses propres arguments connaît mal sa cause. Donc tu dois parfaitement maîtriser les arguments opposés. Et tu dois anticiper aussi quels contre-arguments vont venir s'opposer à toi. Et tu dois aussi savoir utiliser les bons mots, parce que c'est comme un jeu
de loi où tu peux redescendre plusieurs marches si tu utilises un mot qu'il ne faut pas, par exemple. On est malheureusement dans un contexte où l'utilisation d'un terme ou d'un autre peut nous valoir l'ostracisation, des accusations de populisme et d'autres bien pires encore. Et donc, on manie les mots avec précision, avec rigueur. On reste sur notre idée, on ne se laisse pas dévier ou déformer notre pensée, sous aucun prétexte. Est-ce qu'il y a des sujets tabous aujourd'hui dans le domaine économique, par exemple? Est-ce qu'il y a des choses que tu sens que tu ne peux pas aborder? Alors, il y a en tout cas plein de sujets qui sont malaisés. C'est en général la critique du système capitaliste, c'est la critique des institutions comme la Banque nationale suisse, la Réserve fédérale américaine, la FINMA, les banques, certaines banques. C'est pas très bien vu aujourd'hui d'être contre les puissants, les grands, les institutions, l'establishment. C'est vu comme forcément qu'on a quelque chose de réprochable si on est dans l'opposition. Alors que l'opposition, c'est ce qu'il y a de plus noble. Moi, mon père, il a été dans l'opposition en Égypte, dans le journalisme d'opposition, pendant 70 ans, ça veut dire 7 décennies, où il a commencé à 18 ans, il a fini à 86 ans. Et le journalisme d'opposition, c'est le journalisme, c'est le quatrième pouvoir. C'est ce journalisme qui exerce une vigilance par rapport à ce que les puissants décident, parce qu'ils décident du sort de tous les citoyens, des électeurs. Donc il faut que l'information qui émane des pouvoirs soit transparente, il faut qu'elle puisse être bien expliquée. On a des comptes à demander et eux ont des comptes à rendre, les institutions. Et donc nous, on est les avocats du citoyen, on est au service du citoyen et du lecteur et pas l'inverse. Beaucoup prennent leur métier de journaliste comme étant le fait d'être uniquement le relais des pouvoirs. On va relayer la communication institutionnelle et gouvernementale le plus fidèlement possible et après on va être fiers de nous parce qu'on a bien compris ce qu'on nous a dit et qu'on l'a bien relayé. Non, évidemment, notre métier ne consiste pas à ça. Et comment finalement tu expliques que dans le milieu journalistique, dans les médias, il y a eu peut-être un glissement vers justement une plus grande complaisance avec les pouvoirs? C'est la paupérisation du métier. C'est-à-dire, moi-même, j'étais vraiment une très bonne technicienne qui expliquait très bien quels sont les outils de défiscalisation des grandes fortunes, qui expliquait quels fonds de placement étaient les meilleurs pour les investisseurs, qui parlaient dans l'intérêt des riches et des puissants et des pouvoirs qui dominent la société, quoi. Pour moi, c'était normal de décrypter pour qu'une partie de la société. Ensuite, je me suis dit, et l'autre partie? Après la crise de 2008, je me suis dit, mais et tous ces gens qui ont subi le krach de 2008? Et là, j'ai vraiment basculé. J'ai dit, non, moi, mon rôle de journaliste, c'est de faire attention à ce que ces gens ne puissent pas se faire avoir comme en 2008, où il y a eu 40 millions d'Américains dans la rue qui ont vu leur maison saisie parce qu'ils se sont fait complètement tromper par l'industrie financière américaine, où personne n'a été mis en prison, personne n'a été inquiété, tout le monde a pu garder ses bonus faramineux et partir avec tranquillement dans des îles paradisiaques. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais nous, les médias, on a une responsabilité sociale. On doit un peu alerter, sensibiliser. On ne peut pas juste être au service de nos sponsors ou quoi que ce soit. Donc chaque journaliste a une réflexion à faire sur sa mission et son utilité sociale. Et s'il ne voit pas son utilité sociale, il devrait sérieusement se poser des questions. Mais l'utilité sociale, ce n'est pas juste de rester dans des limites très étroites en faisant du service minimum. C'est d'aller voir peut-être des choses. Aujourd'hui, il y a des comptes YouTube comme Soft White Underbelly. C'est des comptes où il y a le type qui tient ce compte YouTube et il fait toute la journée, il va voir des gens dans la rue qui se sont fait tirer une balle dans la tête et on a dû leur reconstituer entièrement la tête, des gens qui sont accros au méthamphétamine, des gens qui étaient des prostituées, qui ont connu des problèmes insurmontables et qui témoignent. Ils nous montrent ce qu'il y a dans la rue américaine. C'est ça, aujourd'hui, ce qu'on doit faire. Nous, on doit s'intéresser à des choses qui ne sont pas forcément reluisantes et glamour. Et on ne doit pas uniquement s'intéresser aux pages de luxe dans les journaux qui accueillent la publicité. Moi, je l'ai fait pendant des années, quand on travaille dans des magazines économiques, des rubriques économiques et financières. On est beaucoup sur des sujets qui sont des sujets de luxe, effectivement. Mais ça ne nous dispense pas, en tant que journaliste, d'avoir une conscience sociale. Si les médias n'ont pas cette conscience sociale, qui va l'avoir? Je veux dire, on ne comprend pas, je crois, l'étendue
étendue de notre métier et de son importance, surtout aujourd'hui où les démocraties sont un peu chancelantes et vacillantes, où beaucoup de pans de la population ne sont pas correctement servis, où les coûts et les bénéfices dans la société, mais on peut en parler, sont mal répartis, c'est-à-dire on constate que les grandes entreprises sont systématiquement les gagnantes absolues dans toutes les crises. Elles font de l'argent énorme. Je veux dire, Rheinmetall, la société allemande de fabrication d'armes, elle a explosé en bourse, elle a fait 350% depuis le début de la guerre en Ukraine, de l'invasion russe en Ukraine. Et UBS a extrêmement gagné, mais c'est exorbitant ce que les actionnaires d'UBS gagnent grâce à l'absorption de Crédit Suisse, qui a été une opération gratuite et sans aucun risque pour UBS. Les fabricants de vaccins, c'est des dizaines et des dizaines de milliardaires qui se sont créés du jour au lendemain avec de l'argent public à la base, parce que le développement de l'ARN messager, c'était des années de recherche et développement avec des fonds publics, avec les fonds publics des contribuables. Et ça ne leur a pas été retourné. Et voilà le genre de choses sur lesquelles le journaliste doit écrire et éveiller les consciences et expliquer et vulgariser. Donc une perte de connexion un peu finalement avec la réalité. Alors oui, c'est-à-dire on ne peut pas, nous, en tant que journalistes, être dans une tour d'ivoire, vivre dans une proximité très forte avec des politiques si on est journaliste politique, ou avec des banquiers ou des patrons si on est journaliste économique, ou avec des managers du sport si on est journaliste sportif. On a autre chose à faire dans ce métier. On doit utiliser l'espace qu'on a pour servir le bien commun. Je ne suis pas en train de prêcher quoi que ce soit, à part la mission de base vraiment de ce que doit être le journalisme. Alors, tu viens de coordonner la publication chez Favre d'un livre sur la diversité des vues dans le journalisme. On le mettra en description pour les personnes qui nous regardent. Ce livre fait le constat d'un manque de diversité dans les médias, de l'existence d'une monoculture idéologique, on en a parlé, ou même d'un climat d'intolérance intellectuelle dans les médias occidentaux. Finalement, comment tu expliques que celles et ceux qui apportent un éclairage différent sur les discours dominants sont souvent frappés d'ostracisme ou traités de tous les noms, complotistes, pro-russes, etc. Parce qu'on s'est un peu dogmatisé dans les rédactions. Il y a des points de vue qui sont sacralisés et d'autres qui sont diabolisés. Finalement, on s'est éloigné d'un certain esprit démocratique, pluraliste et scientifique aussi de la pensée. Parce qu'une pensée plus scientifique admettrait très largement la contradiction, mais une pensée religieuse n'admet pas la contradiction. Donc maintenant, on a des points de vue sacralisés. C'est l'OTAN a toujours raison. Les États-Unis sont une puissance bienveillante, démocratique. Ils sont le camp du bien. Plein d'autres pays sont dans le camp du mal parce qu'ils menacent les intérêts européens et américains. Donc on ne s'intéresse pas forcément à eux. On ne va pas voir les mérites qu'ils ont. On ne va pas voir vraiment qu'est-ce qu'ils pensent. On écoute ce qu'on nous recrache ici à propos de ces puissances démonisées. On va aussi nous dire que l'Occident est voué à continuer à triompher, que le dollar est la monnaie reine et qu'il n'y a pas d'alternative. On va nous matraquer ces dogmes-là. Quelqu'un vient dire autre chose, on va le traiter d'anti-américain. Moi, j'ai eu ce sobriquet d'anti-américain. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Si je critique la Suède, je suis anti-suédoise. Ça veut dire quoi? Ça n'a absolument aucun sens. C'est juste l'expression de la gêne intellectuelle et de l'inconfort idéologique face à des opinions qu'on n'a pas envie de voir, on aimerait bien s'en débarrasser. Et donc on est un peu découragé si on va à l'encontre de certaines postures très très ancrées, très profondément ancrées. Mais comment tu expliques justement cette gêne finalement? Est-ce que c'est... Alors beaucoup parlent des actionnaires, du financement des médias. Est-ce que ça serait aussi une baisse intellectuelle générale des journalistes? Enfin, comment tu expliques ce constat? Je ne vois pas vraiment une baisse intellectuelle, mais je vois surtout des proximités et des accointances qui se développent. Par exemple, les journaux allemands, il a été démontré par des chercheurs allemands que les patrons de ces journaux sont systématiquement intégrés dans des think tanks transatlantiques. Ça fait l'objet de 2 pages A3 dans le Monde diplomatique qui est actuellement en kiosque du mois de mars. Et donc, les think tanks transatlantiques sont beaucoup plus présents que les think tanks pro-russes, par exemple, parce qu'on diabolise les gens qui sont pro-russes, mais il ne nous viendrait jamais à l'idée de dire les réseaux pro-américains du journalisme. Personne ne va accuser ça, parce que ça, c'est la norme. C'est dans l'angle mort. On ne va jamais reprocher à quelqu'un d'être extrêmement pro-américain et atlantiste, mais ça, c'est un parti pris total, en fait. Il n'y a aucune raison.
On est la Suisse, on peut voir avec une pareille distance toutes ces grandes puissances, les analyser avec une distance égale, respecter le fait que dans le public, pas tout le monde est extrêmement pro-américain, pas tout le monde n'est d'accord avec les guerres américaines, ni avec les crimes de guerre américains. On peut avoir une opposition. Mais voilà, on est aussi très critique d'Assange. Les journalistes en général n'aiment pas beaucoup Julian Assange. Sa femme, Stella Assange, est venue, qui est avocate aussi. Elle est venue à Genève, pas beaucoup de monde s'est déplacé, pas beaucoup de monde a fait d'interviews. Oui, seul Amel Debay de l'Impertinent l'a fait récemment. Voilà, Amel Debay, qui est une journaliste indépendante et plutôt d'opposition, a fait son interview. Pourquoi ? C'est symptomatique, disons, d'un climat où... Parce qu'on est aligné avec le département d'État américain et ses points de vue, on ne va pas aller interviewer des gens qui sont les ennemis de ce département d'État, de cette position très, très, très atlantiste. Alors, aujourd'hui, les étiquettes, ça peut être aussi populiste. Si quelqu'un défend des idées proches de celles d'un Trump ou d'une Marine Le Pen, ça va être très vite l'étiquette d'extrême droite, très, très, très vite l'étiquette de complotiste. Et on se trompe sur cette étiquette de complotiste parce qu'on croit qu'elle est appliquée qu'à des gens qui croient que la Terre est plate, alors qu'elle est appliquée à tout bout de champ, très abusivement, de manière qui peut potentiellement être diffamatoire. Et donc, ce type d'accusation, ça stigmatise et ça décourage, en fait. C'est censé faire passer l'envie d'amener d'autres points de vue. Et d'ailleurs, récemment, à la RTS, tu étais invité pour parler de ce livre. Oui. Et donc, là aussi, l'argument platiste, oui. tu as été servi... Alors, qu'est-ce que sont les platistes ? Ils représentent quoi, les platistes ? Ils représentent vraiment 0,000% de l'opinion. Ils n'ont jamais empêché personne de vivre. Et puis, c'est même, est-ce que vraiment c'est un complot ? Peut-être que, voilà, ils disent qu'on leur cache, mais c'est totalement insignifiant, je veux dire. Et puis, on a eu aussi une fois une discussion sur les croyances des gens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont des chrétiens, par exemple, qui croient en Jésus-Christ. Est-ce que ça, c'est être complotiste aujourd'hui ? Quelle définition on donne à ce genre de choses aujourd'hui ? On s'est trop radicalisé dans notre critique, dans notre stigmatisation, et on n'est pas plus scientifique pour autant. C'est ça le point clé de tout ça. C'est que cette attitude est très, très, très éloignée d'un esprit factuel et scientifique que devrait revêtir le journalisme. Parce que le journalisme, il est héritier, il est enfant du credo de Voltaire. Et quel est le credo de Voltaire ? C'est la cohabitation pacifique des différents credos et le combat contre les dogmes. Ça a été ça, Voltaire, le père du journalisme européen occidental. Et donc, ça n'a jamais été des anathèmes, des condamnations, de l'intolérance intellectuelle, essayer de mettre les gens au pas, faire que tout le monde pense la même chose. La monoculture idéologique, c'est la mort du journalisme. Et c'est vrai que des pans aujourd'hui de la société ne se reconnaissent pas dans ce qu'on fait, dans les médias, etc. Ils vont migrer vers YouTube très massivement, vers plein d'autres sites, vers des web TV comme Antithèse et plein d'autres. Et parce qu'ils veulent rechercher du débat, ils veulent chercher des débats féconds, bien polarisés, entre des points de vue libres qui peuvent se discuter. Ils ne veulent pas être dans un contexte de tabou, dans un contexte d'hérésie, de blasphème et d'anathème et d'excommunication, parce que tout ça, ça appartient à l'Église, et c'est ça l'obscurantisme. Et on ne veut pas ça, et il faudra lutter contre ça. Tous les journalistes qui aiment le pluralisme, la démocratie, les droits fondamentaux et la liberté d'expression et de pensée et d'opinion doivent absolument défendre les Lumières, parce que avec le déclin de nos démocraties aujourd'hui, vient le déclin des médias et vient le déclin de la pratique pluraliste. Pour toi, c'est lié effectivement Tout est lié, bien sûr, parce que les démocraties aujourd'hui sont fauchées, elles ont des gros problèmes économiques, elles déclinent par rapport au reste du monde. Quand on voit l'Arabie Saoudite qui fait des projets colossaux et pharaoniques, c'est pas vraiment l'Arabie Saoudite qui monte, c'est nous aussi qui baissons très rapidement. Et donc on perd cette euphorie des 30 Glorieuses où il y avait beaucoup d'argent, où un journal avait énormément d'annonceurs, il pouvait faire des enquêtes et perdre un annonceur, c'était rien. Ça n'a jamais été vraiment rien, à vrai dire, mais c'était pas du tout grave. Moi, j'ai vécu un temps, alors que j'ai pas non plus 90 ans, j'ai vécu un temps où on pouvait faire des enquêtes et perdre des annonceurs avec le sourire. C'est vrai, parce que ça faisait partie du jeu. C'était ça, les enquêtes. Ça va de toute façon contrarier quelqu'un, et il y a des moyens de pression, et on jouait ce jeu. C'était normal, chacun jouait son rôle, disons. Aujourd'hui, c'est devenu très difficile. L'investigation, c'est devenu très difficile. Et tu parlais même de ton père, finalement, qui était journaliste en Égypte et qui, toute sa vie, a combattu... il était dans l'opposition au régime et, oui. Et jamais, finalement, il a été dans de telles conditions
contraintes idéologiques ou autres, quoi. Alors oui, mon père, il a combattu d'abord le roi Farouk, il était anti-royaliste, ensuite il avait beaucoup de critiques contre Nasser, Gamal Abdel Nasser qui a fait la révolution des militaires, et puis il a aussi surtout beaucoup critiqué Sadat, au point qu'il a été exilé en Irak, et c'est là que mes parents ont divorcé, j'avais 2 ans. En 75, et puis après il a encore un peu critiqué Moubarak, mais il a fini par se ranger un peu, mais surtout il n'a jamais été critiqué par d'autres journalistes et empêché de s'exprimer par d'autres journalistes. Donc, plein de journalistes, c'était des journalistes du pouvoir, très élogieux par rapport à tout ce que fait le président, etc., mais ils n'allaient pas aller lui le pourchasser. Il jouait son rôle de journaliste d'opposition. Il pouvait aussi critiquer les États-Unis, il a 2 ou 3 fois été convoqué par l'ambassade américaine, mais disons, il y avait quand même beaucoup de choses qui sont sorties. Quand le président Morsi, le président islamiste, est venu au pouvoir, il y a eu quand même 40 millions d'Égyptiens dans la rue, ça c'est des faits. La presse égyptienne a enquêté et a découvert que ce président Morsi était sur le point de vendre des terres égyptiennes à l'Éthiopie, peut-être des parties du Sinaï à Israël. Il y a eu des informations comme ça qui sont sorties. Il y a eu des enquêtes sur son comportement, sur sa corruption, sur ses liens avec les États-Unis, sur ses liens avec d'autres pays régionaux. Et donc, il y a eu une espèce de révolution populaire qui s'est faite et qui a amené l'actuel président qui déplaît énormément à l'Occident, c'est Al-Sisi, parce qu'il viole les droits de l'homme, ça c'est factuel, mais c'est surtout un nationaliste qui n'est pas aligné sur les intérêts américains. Voilà ce que c'est Al-Sisi. C'est à la fois quelqu'un de très autoritaire à l'interne, qui peut être perçu comme violateur des droits de l'homme, mais c'est surtout quelqu'un qui ne va pas dans le sens des intérêts américains. Parce que dès l'époque de Moubarak, c'était tout aussi autoritaire et antidémocratique, mais comme l'Égypte est très alignée avec les États-Unis, il n'y avait pas de critique. C'est pareil pour l'Arabie saoudite, quand elle était parfaitement alignée avec les intérêts américains, et ça a duré des années, depuis les années 70 jusqu'à tout récemment. Il n'y avait pas beaucoup de critiques. Depuis qu'ils sont moins alignés, on va aller les stigmatiser pour la violation des droits de l'homme. Donc, si c'était des choses qui étaient cohérentes et logiques, si on a de tout temps critiqué tous ceux qui violent les droits de l'homme, que ce soit Israël, des alliés, nos meilleurs alliés, ou nos meilleurs ennemis, d'accord, mais on n'est pas consistant malheureusement. On critique ceux qui ne sont pas alignés avec nos intérêts et on laisse passer ceux même qui ne sont pas du tout respectueux des droits de l'homme mais qui sont alignés avec nos intérêts, là on les laisse tranquilles. Donc c'est ces incohérences qui sont très faciles à démontrer, qui montrent qu'ici, ce n'est pas la vérité. C'est certains intérêts qui sont promus et un journaliste doit savoir prendre la distance. Un journaliste en politique, en géopolitique, en économie, il doit en tout temps comprendre que la société, c'est plusieurs intérêts qui sont en concurrence et il doit prendre les distances normales par rapport à tous ces intérêts et révéler la présence de ces intérêts. C'est ça ce qui doit... C'est le citoyen doit être informé de ces forces en présence. À votre avis, est-ce que les journalistes, par exemple européens, sont conscients de ces biais pro-atlantistes ou alors est-ce que ça les dépasse? Est-ce que c'est naturel chez eux? Le mot biais est un mot scientifique qui signifie qu'il y a un parti pris, mais eux, ils sont dans quelque chose de plus théologique. Ils sont dans la vérité, ils sont avec le bien. Et quand on a ces discussions et on réalise qu'il y a cette terminologie de bien et de morale et de vérité, on s'inquiète parce que non, dans une guerre, il n'y a pas le bon, le méchant. C'est très puéril comme façon de voir. Dans toute guerre, il y a des intérêts. Les États-Unis ont organisé les révolutions colorées en Europe de l'Est sous George W. Bush pendant des années. George W. Bush allait sur place en Ukraine, dans tous ces pays. Il allait féliciter les révolutionnaires parce qu'ils avaient renversé leur gouvernement et mis à la place des gouvernements pro-occidentaux. Le simple fait de rappeler ça aujourd'hui crée un malaise. Et ça, c'est effectivement un biais, mais ce n'est pas reconnu comme un biais. C'est reconnu comme on est méchants, on est pro-Kremlin, etc. C'est complètement absurde. Alors même qu'on n'a rien à voir avec le Kremlin, mais on rappelle des faits historiques, on va être jugé, etc. Parce que le débat s'est énormément polarisé. Justement parce que l'Occident est à un moment difficile de son histoire, il se bat, il est en déclin, et il y a des gens qui ont pris fait et cause, ils ont décidé d'être en mission commandée pour défendre l'Occident, pour décider que l'Occident ne doit pas décliner, et donc ils sont dans une mission qui est autre que le journalisme. Ils sont dans une mission de défense
de notre propre paroisse. De l'identité Exactement, de notre identité. Exactement, c'est un réflexe de repli identitaire, mal assumé, non déclaré, non reconnu comme tel, non analysé comme tel, qu'on prend juste pour le fait de défendre le bien et la vérité. Une sorte de croisade. Et une croisade, exactement. C'est tout à fait cette logique théologique plutôt que scientifique. Qui fait le lien d'ailleurs avec l'obscurantisme dont on parlait. Exact, et l'intolérance. Est-ce que tu penses qu'on est à un tournant dans l'histoire des médias et que finalement l'information à l'avenir se déplacera sur d'autres plateformes via d'autres canaux, ou est-ce que les grands médias peuvent encore changer de cap? Qu'est-ce que tu penses finalement de cette situation? Non, alors effectivement, l'information va se déplacer, elle va s'atomiser énormément, on le voit déjà. Elle va être proposée dans plein de canaux différents. On va pouvoir suivre des youtubeurs, des comptes Twitter, des influenceurs, des médias indépendants, quelques médias traditionnels qui vont rester, des legacy médias comme ça qui vont être là, historiques, mais qui ne seront plus des médias de référence et centraux. Ce sera un point de vue parmi d'autres, c'est déjà en train d'être le cas. Et aussi, les institutions vont devenir des médias, les entreprises vont devenir des médias, beaucoup d'organisations, d'ONG vont devenir des médias, parce qu'avec les moyens de communication aujourd'hui, ce qui se profile vraiment, c'est que chacun de nous devienne un média. Alors, tu vas me dire, mais comment on va suivre ça ? En fait, la consommation des médias à l'avenir, ça va être, je vais m'informer en créant ma propre liste de comptes à suivre, ma playlist finalement, de comptes et d'informations et d'angles différents. Et ça va nécessiter que le citoyen occidental soit relativement bien éduqué. Assez mature. Et assez mature, voilà, pour aller lui-même rechercher et composer sa propre liste. Parce que finalement, en tant que citoyen, il va comprendre que l'état du monde nécessite qu'il puisse avoir accès au point de vue occidental, mais aussi au point de vue chinois, indien, sud-africain, arabe, israélien, de tous les bords, pour qu'il ait vraiment une compréhension de ce qui se passe. Par rapport à l'économie, etc., les sujets plus pointus, il y aura des gens qui vont suivre pour nous. Moi, c'est ce que je fais sur Twitter, etc. Je suis des sujets économiques et financiers, j'alerte sur des choses. Beaucoup d'autres le font encore mieux, ils font de l'investigation, etc. Et donc, on va réussir à s'informer, mais vraiment en multipliant. Ce ne sera plus du tout possible d'aller toujours à la même crèmerie et de se suffire d'une seule crèmerie. Ce sera totalement impossible. Et on voit d'ailleurs aux États-Unis notamment des podcasts comme Joe Rogan ou même Seymour Hersh qui a publié son enquête sur le Nord Stream sur la plateforme Substack. Oui. Ce qui est quand même particulier, enfin, il ne l'a pas fait dans un grand média, quoi. C'est tout à fait révélateur que tous ces gens qui étaient d'anciens, comme Seymour Hersh, un ancien très très grand journaliste, aujourd'hui ils vont passer par d'autres canaux, mais ils vont être suivis, ils vont avoir leur public. Oui, il a plus de 160 000 abonnés. Et quel que soit ce que dit Wikipédia sur lui, le public a aussi compris que Wikipédia va vouloir classer des gens comme des gens fréquentables et moins fréquentables. Mais même ça, les gens n'adhèrent pas, ne suivent pas. S'ils trouvent là des propos pertinents, ils vont suivre et on ne va pas pouvoir les en empêcher. La seule manière de les en empêcher, ça va être de tomber dans une dérive autoritaire qui signera notre échec définitif, c'est-à-dire qu'on va se mettre à censurer ces réseaux et à ne pas permettre certaines opinions. C'est ce que beaucoup de gouvernements veulent et ils vont lobbyer, ils vont lobbyer Facebook. Même Macron est allé plusieurs fois rencontrer les dirigeants de Facebook, d'Instagram. On veut limiter. On veut aussi faire pression sur Twitter. Avant l'arrivée d'Elon Musk, il a été établi que le FBI était quasiment sur base quotidienne en contact avec Twitter pour surveiller tous les contenus, pour signaler ceux qui déviaient de certaines lignes. Durant le Covid sans notamment. Aucune raison valable, notamment durant le Covid, mais sur aussi d'autres sujets. Tout est sorti à travers le journaliste Matt Taibbi. Il suffit d'aller voir son compte. Vraiment, tout est prouvé, démontré. Les emails entre le FBI et la direction de Twitter. Là aussi, de nouveau, ça n'a pas eu le relais dans les médias que ça méritait. Mais c'est quand même très, très, très frappant que des interventions du FBI sous couvert d'empêcher de la désinformation, en fait, désinforment. Donc, et il est normal de se dire que les gouvernements mentent, comme l'a dit Oliver Stone dans son célèbre documentaire. Les gouvernements ont toujours menti, c'est normal. Je veux dire, les gouvernements, c'est pas la vérité, c'est pas une vérité révélée. Donc, au moment où le citoyen il va gagner en maturité et savoir suivre beaucoup plus de comptes, en fait, une démocratie très différente peut s'exercer, ou au moins une information beaucoup plus riche
peut être trouvé. Et en même temps, le monde va un peu basculer, de sorte que les gens qui sont aujourd'hui persuadés que l'Occident doit gagner vont devoir équilibrer leur vue parce que cette ligne éditoriale est en train de perdre. Elle est en train de perdre et en fait, beaucoup de gens vont se retourner à 180 degrés quand ils vont comprendre que l'Occident a terminé une phase de son histoire et qu'aujourd'hui, il doit partager le pouvoir avec beaucoup d'autres pays, beaucoup d'autres valeurs, beaucoup d'autres visions du monde, beaucoup d'autres religions, beaucoup d'autres paroisses, beaucoup d'autres crèmeries. Et on ne peut pas juste vendre notre vision du monde. Quel que soit le marketing et la propagande qu'on opère, on aura face à nous d'autres marketing, d'autres propagandes, et on va devoir vivre avec. Et donc, ça va aussi atténuer cet intégrisme médiatique qu'on voit aujourd'hui. Il va devoir s'atténuer et mettre de l'eau dans son vin. Et en parlant d'intégrisme médiatique, il y a récemment, dans une interview diffusée dans le magazine Coopération, Christine Pompei, qui est la responsable de l'éducation aux médias de la RTS, a affirmé que la télé, la radio et la presse écrite donnent des infos qui sont vraies. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, sachant que c'est quand même une dame qui va dans les écoles, finalement, faire de l'éducation aux médias? Alors, quand quelqu'un s'exprime comme ça, qui est dans le management d'un média d'État, d'un média de service public, il va évidemment dire, voilà, nous on fait la vérification des faits, on vous propose quelque chose de crédible, de fiable. On va dire que ça, c'est un peu on part du principe que c'est véridique, quoi, que le travail est bien fait. Mais il est exact qu'on ne peut pas non plus affirmer les choses comme si on était infaillible, qu'on était une voie de vérité absolue. On doit toujours se méfier. On doit se souvenir que quand il y a eu la guerre en Irak, CNN a diffusé des reportages complètement fake que l'administration Bush lui avait donné clé en main. Tout ça, c'est sorti. Ça a été documenté. Où on en est? Où en est l'éducation sur les médias et l'histoire des médias, sur les grandes bévues de l'histoire, sur les mensonges de certains gouvernements que nous, médias, on a bien sûr diffusés sur la Bosnie, sur la Serbie, sur l'Irak, sur la Libye. Tout ce que nous, on a pu couvrir, pas de façon idéale, parce qu'on était quand même influencé par des gouvernements en pleine guerre. Comment on peut garantir que tout ça est toujours vrai? On ne peut pas. On est obligé d'être modeste et de dire au public, on fait de notre mieux, bien sûr, mais il est arrivé que dans les médias, il passe des choses qui n'auraient jamais dû y passer. Et puis, les gouvernements interviennent beaucoup et les services de renseignement interviennent beaucoup, comme l'a expliqué Stella Assange d'ailleurs. Et c'est normal, et on le sait. C'est abondamment documenté. C'est ça qu'on devrait enseigner dans les écoles. On devrait enseigner un vrai esprit critique. Ce n'est pas un esprit critique vis-à-vis des simples gens qu'on va tous traiter de hurluberlus et de complotistes, c'est un esprit critique aussi vis-à-vis des gouvernements, qui sont les plus gros diffuseurs d'informations et qui sont les plus à risque de désinformer. Donc, un gouvernement qui dirait, nous, on ne désinforme jamais, on est la vérité absolue, il faut s'en méfier, ce n'est pas possible. Un gouvernement vraiment démocratique et évolué va dire, on fait de notre mieux, mais évidemment, l'information, c'est une guerre permanente, il y a énormément d'enjeux, il y a plein de groupes d'intérêt, plein de tentatives de faire passer des messages de propagande, etc. Et au milieu de cette jungle, on essaye de se rapprocher de la vérité. Or là, Madame Pompei disait justement que il faut se tourner vers les médias classiques parce qu'en ligne, il y a des fake news qui circulent, les réseaux sociaux, c'est des fausses informations. Ça, c'est aussi une antienne qu'on entend tout le temps et qui semble aussi une défense de sa propre chapelle, finalement, de la part des grands médias. C'est juste qu'il y a une grosse part d'autodéfense, surtout que les audiences explosent chez les médias alternatifs. Elles explosent littéralement. C'est vraiment très, très inconfortable quand on est un média classique, bien établi, qui est là depuis des décennies, voire des siècles, de voir des nouveaux médias comme ça décoller et capter des millions d'audiences. Alors, on peut facilement tomber dans la critique à pieds joints de dire « mais eux, c'est que des fake news ». La vérité, c'est qu'effectivement, il y a des fake news, mais quelle est la part réelle de fake news dans ces médias? Est-ce que vraiment, il n'y en a pas qui amènent vraiment un service extrêmement utile aux citoyens, un débat extrêmement utile, plus libre? Est-ce qu'il n'y a pas de certains de ces médias nouveaux qui ont amené des choses dont les citoyens avaient absolument besoin et qui ne recevaient pas? Des questions qui se posaient, auxquelles on a essayé de répondre en leur amenant des interlocuteurs différents qui peuvent s'exprimer sans être corsetés.
qui parlent vraiment dans l'intérêt public, dans l'intérêt général, qui ne sont pas liés par des conflits d'intérêts énormes et extrêmement denses, comme on peut voir aujourd'hui dans la communication institutionnelle, extrêmement nombreux sont les conflits d'intérêts. On a des gens qui écrivent des tribunes dans Le Monde, par exemple, au moment où il y a l'initiative des multinationales responsables ou des lois européennes sur les multinationales responsables. On a deux personnes qui sont l'une présentée comme universitaire et l'autre comme philosophe, et elles s'avèrent être deux membres du conseil d'administration de LVMH, et c'est pas divulgué, et ça c'est dans Le Monde. Moi j'ai tagué Le Monde, j'ai posté ça sur Facebook, la tribune est toujours là aujourd'hui. Le New York Times, pendant 7 ans, il a publié les chroniques et les articles de 2 journalistes qui étaient spécialisés sur Bill Gates. Ils ont parlé de Bill Gates en termes extrêmement élogieux. Il s'avère que ces 2 personnes travaillaient en dehors, en parallèle, pour une société de Bill Gates. Ça a été signalé au New York Times, ça a fait un mini-scandale. Les articles sont toujours là. Ils n'ont jamais été enlevés. Il n'y a même pas un petit disclaimer en dessous pour expliquer le contexte. Bill Gates a bénéficié pendant 7 ans d'une réputation incroyable du fait qu'il y avait ces conflits d'intérêts honteux pour lesquels le New York Times ne s'est jamais excusé. Le Guardian a reçu un investissement de Bill Gates. En échange, il a créé une section sur l'Afrique et l'agriculture en Afrique, la biotech en Afrique, etc. Et en parallèle, on constate que c'est des projets qui sont très en affinité avec ce que fait Bill Gates dans ces régions et qu'il n'y a jamais d'enquête négative contre Bill Gates. Jamais. Ce n'est pas dans le Guardian qu'on va les trouver. Et donc, à partir du moment où il est investisseur et donateur, c'est fini, il n'y a plus d'enquête. Alors là, c'est des pans de la réalité auquel on n'a plus accès. Quand George Soros investit dans énormément de médias d'Europe de l'Est, il déclare lui-même que c'est dans le but d'européaniser et d'occidentaliser et d'amener des valeurs démocratiques. Alors lui, il a ses termes à lui, mais c'est clairement une influence qui est exercée sur des tas de médias comme Bellingcat, un média qui est encensé pour être un média d'investigation, mais sur son site, il n'y a que la liste des pays qui sont des ennemis du département d'État américain, comme par hasard, qui sont les pays sur lesquels on enquête. On enquête de manière extrêmement hostile et avec des informations qu'on prétend qu'elles viennent de simples citoyens, puis ensuite on explique que finalement les services de renseignement nous aident un peu, lesquels de services de renseignement, etc., etc. La vraie indépendance médiatique, c'est quelque chose qui se mérite. C'est quelque chose de très, très difficile à atteindre. Il ne faut pas venir se vanter quand on est financé par des très gros intérêts, par des mécènes qui ont des points de vue, qui ont des intérêts, qui ne sont pas complètement désintéressés dans l'affaire. Et ces conflits d'intérêts sont absolument indispensables à révéler en toute transparence. Toutes ces fondations milliardaires doivent absolument montrer qu'est-ce qu'elles financent, dans quel but et quel est l'impact finalement sur ces médias. Quel est ce qui est produit, l'output de ces médias suite au fait d'avoir reçu ces financements. Parce que l'impact, il est là. Je veux dire, quand George Soros a commis une fraude fiscale aux États-Unis, c'est le seul média qui n'était pas financé par George Soros, c'était le Wall Street Journal qui l'a révélé. Moi, j'avais parlé de tout ça dans mon livre des informations économiques parce que c'est des choses très faciles à démontrer. On peut le vérifier soi-même, hein, c'est à la vue de tous. Et donc, il faut faire très attention d'où vient l'argent, ne jamais prétendre à une indépendance qu'on n'a pas, ne jamais prétendre à une vérité qu'on ne peut pas atteindre, et à une objectivité qu'on ne peut pas atteindre, et vérifier les conflits d'intérêts. C'est ce qui mine aujourd'hui nos institutions et nos démocraties. Et il y a une tolérance ridicule par rapport à ça. Elle ne devrait pas être permise. Est-ce que vous avez des exemples au niveau suisse de médias comme ça influencés ou de journalistes spécialement en conflit d'intérêts ? Alors, il y a des journalistes qui sont très prompts à défendre les institutions comme la Banque nationale suisse. Il y a des journalistes qui sont très proches de certains partis politiques. Il peut y avoir tous les cas de figure. Quand certains actionnaires sont dans le capital d'un journal, il va défendre une certaine ligne éditoriale. On ne va pas le voir s'en démarquer. Un journal qui est financé par des fondations milliardaires ne va pas forcément être en première ligne de la critique du système capitaliste et de la nécessité de fiscaliser les grandes fortunes. Il va adopter une ligne libérale tout à fait en conformité avec les intérêts de ses actionnaires, ici comme ailleurs.
Parce qu'en France, on sait qu'on a des médias qui sont concentrés entre les mains de 9 milliardaires et qui vont être obligés de refléter ça. Et on a même le cas du Canard enchaîné, qui est encore plus curieux, puisque lui, il dispose d'une fortune qui est complètement dédiée à la rédaction, à laquelle personne ne peut toucher, qu'ils ont généré par leurs propres investissements. Et malgré ça, il est établi que les copinages et les réseaux qui ont pu se créer chez certains membres de cette rédaction avec les membres de la Macronie ont fait qu'ils sont très très pro-Macron. Et c'est Acrimed qui l'a sorti parce qu'ils ont étudié, ils ont constaté vraiment la façon de couvrir la Macronie. On trouvait qu'il y avait beaucoup de complaisance, ce qui démontre que même quand l'argent est là, les copinages, les réseaux et l'éthique finalement, c'est ce qui va déterminer l'indépendance. C'est ça la question que j'avais, c'est comment finalement garantir l'indépendance dans ce cas-là? C'est une culture, une éthique, une déontologie qu'il faudrait renforcer et comprendre aussi pourquoi on veut la renforcer. Parce que l'enjeu, c'est de garder la crédibilité, c'est de garder l'audience, c'est de garder les lecteurs, les citoyens qui restent convaincus qu'on travaille dans leur meilleur intérêt à eux, qu'on est leur avocat à eux, on s'exprime en leur nom. On n'est pas là pour faire passer des messages et des intérêts. Et là, des scandales comme par exemple des journalistes qui en fait travaillent pour des agences de com et font passer des articles. On a eu ça sur BFM TV et d'autres médias. Ces scandales ont montré qu'on peut même avoir des journalistes qui sont payés par des agences de com pour faire entrer des sujets absolument non journalistiques et quasiment déjà écrits à l'avance. Donc, beaucoup de cas de figure peuvent se présenter. La corruption n'est pas absente du journalisme comme elle n'est pas absente d'aucun secteur. Mais aujourd'hui, surtout, il faut être particulièrement vigilant parce que quand on a une audience qui pourrait migrer, qui a des tas d'alternatives, on devrait être irréprochable. Or, on ne l'est pas et on ne se remet pas en question. On n'aime pas beaucoup l'autocritique, alors que le moment de l'autocritique, il est maintenant. Tu as parlé du cas de Julian Assange. Tu disais qu'il était finalement un peu oublié des médias. Qu'est-ce que tu penses de finalement de ce traitement de Julian Assange? Qu'est-ce que ça révèle pour toi? Ça révèle que le gouvernement américain, les gouvernements occidentaux en général, qui sont alliés dans la lutte contre Julian Assange, sont déterminés à faire en sorte qu'aucun journaliste n'aura la même idée. Parce qu'ils aimeraient garder l'opacité sur leurs opérations militaires. Les opérations militaires sont un pan très très important des activités des États-Unis et l'ont toujours été depuis la guerre froide. Et le jour où c'est plus possible de mener ces opérations, où des révélations chocs peuvent arriver au public de la terre entière sur des cas de torture, de meurtre de civils, sur des crimes de guerre impitoyables, et bien c'est toute l'image de la soft power américaine qui s'écroule. C'est toute l'image que Hollywood a créée qui s'écroule. C'est tout l'investissement dans le marketing de la superpuissance démocratique, libre, positive et populaire et que tout le monde aime et qui représente le rêve américain. C'est toute cette image qui s'écroule. Donc on ne peut pas se le permettre. Si on veut continuer à la fois à parler de notre démocratie, de notre suprématie, de nos avantages technologiques, de notre brillance et de notre supériorité de valeurs et de connaissances, etc. Mais en même temps faire le sale boulot à côté qu'il faut bien faire pour aller mettre la main sur des ressources, mener des stratégies de pouvoir pur et de force pure. On aimerait en Irak, par exemple, en Afghanistan, en Syrie, en Libye, tout le Moyen-Orient a donc été détruit par ces guerres américaines depuis 25 ans, 30 ans, et l'Amérique latine avant. On aimerait pouvoir continuer à mener ça sans être embêté par des sites comme Wikileaks quand même. C'est extrêmement embêtant d'avoir ça. C'est une épine dans le pied et l'exemple est donné. L'exemple est donné avec Assange. Alors, est-ce que ces procédés sont des procédés de démocratie? Je pose la question. Et le public pourra faire son avis. En parlant d'opérations militaires, il y en a une qui fait rage en ce moment. Alors, il y en a plusieurs. Il y a l'Ukraine, effectivement, aussi. Mais peut-être parlons de la guerre entre Israël et la Palestine, qui, depuis le 7 octobre, fait rage dans la bande de Gaza et qui a causé, selon le Pentagone, plus de 25 000 morts. Femmes, enfants palestiniens. Qu'est-ce que tu penses de ce conflit finalement? Toi qui es d'origine égyptienne, est-ce que ça résonne particulièrement en toi, ce qui se passe là-bas? Oui, bien sûr. Je suis née en 73, qui était une année de guerre israélo-arabe. C'est vrai que
C'est un conflit qui gangrène non seulement le Proche-Orient, mais le monde entier depuis 75 ans. Et aujourd'hui, ce que je constate, c'est un déclin du rêve israélien. Le fait que le 7 octobre, le Hamas ait pu attaquer à l'intérieur des terres israéliennes montre une vraie faille dans la sécurité et met fin finalement au mythe d'infaillibilité israélien. Depuis des années, je constate ici que l'argent des familles, des grandes familles ici qui ont toujours financé le pays, Israël, ont toujours contribué des fonds, il s'est beaucoup dirigé vers la Californie, vers les startups, vers le Nasdaq, parce qu'il y avait énormément d'argent à faire là ces dernières années. Ça a été la folie, une vraie folie. Il y a eu énormément d'enrichissement là. Mais Israël a représenté une opportunité plus fade, moins intéressante, parce qu'il y a des gens qui ont assez vite compris, parmi ces investisseurs et supporters de la première heure, ils ont assez vite compris qu'on n'arriverait pas à atteindre le hub technologique du Moyen-Orient, le hub touristique, le centre névralgique de civilisation du Moyen-Orient. On n'arriverait pas à faire d'Israël ça. Donc, ils ont un peu délaissé ce rêve, ils ont orienté un peu leur fortune ailleurs. Et moi, je pense que ce capitalisme juif n'a pas eu envie d'énormément soutenir. C'est des gens qui sont libres de mettre leur argent où ils veulent. Et la mobilisation, c'est peut-être un peu émoussé parce qu'aussi, c'est vrai que c'est une situation inextricable. Il y a 400 millions de Moyen-Orientaux autour. Donc aujourd'hui, le hub technologique, touristique, civilisationnel, sportif, culturel, qui a toutes les ambitions de la terre, c'est qui? C'est l'Arabie Saoudite et c'est Dubaï. Et ils ont dépassé Israël. Donc, beaucoup de gens ont compris que le game était un peu fini ou compromis, et ce serait plus jamais pareil. Et aujourd'hui, je serais une famille juive, israélite, j'aurais pas envie d'aller m'exposer à des attentats là-bas, honnêtement, après ce que j'ai vu. Donc, quelque chose a pris fin. Et maintenant, il y a cette tentative ultime qui est d'une annexion totale, mais qui aura de toute façon un coût démesuré, même si ça se produisait. Et je connais ici des gens de la communauté juive qui sont totalement opposés à ça pour des raisons, pour l'intérêt de cette communauté, pour l'image d'Israël, pour la paix d'Israël, pour le succès futur et la prospérité d'Israël, et voient à quel point on s'éloigne de ça avec cette guerre. Donc, du point de vue de beaucoup de personnalités ici, oui, parce que ça n'est plus le même soutien. C'est ça, parce que l'image d'Israël, finalement, on prend un coup. Ah oui, ça part en vrille, disons. Le projet part en vrille. On sait qu'il ne va pas se réaliser tel qu'il a été rêvé et imaginé. On sait que le coût est exorbitant. On sait qu'il y a des puissances montantes tout autour. On sait qu'il y a la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Golfe en général. On sait que l'Iran et la Russie sont derrière aussi. On sait que la Chine est extrêmement opposée à ce qu'Israël fait aujourd'hui. Même le Japon n'est pas favorable. Ça fait trop d'opposition. Aujourd'hui, Israël et en général l'Occident se retrouvent un peu minorisés finalement sur la scène mondiale. Et ça, c'est les choses qu'on ne voit pas suffisamment dans nos médias. C'est ce que nous, médias, devrions vraiment expliquer. On devrait expliquer le véritable rapport de force. On arrête d'entretenir des rêves, des illusions. On explique qu'on est vraiment en déclin et qu'autour de nous, il y a des forces et que tout est rapport de force en géopolitique et qu'il ne faut pas rêver, il faut devenir un peu rationnel. Ces idéologies suprématistes, impérialistes, ont fait leur temps. Elles ont maintenant un coût démesuré, surtout pour le citoyen européen. Parce que qui paye aujourd'hui la guerre en Ukraine? Par l'hyperinflation qu'on paye de notre poche sur les coûts de l'énergie et les coûts de toutes les denrées. C'est nous. Et qui s'enrichit, c'est ceux qui vendent des armes. Donc à un moment, la population, elle ne va pas pouvoir suivre les aides qu'on veut fournir, que ce soit à Israël ou à l'Ukraine. La population européenne, elle ne va pas pouvoir suivre, et la population américaine non plus. Parce qu'il y a toute une jeune génération juive de gauche aux États-Unis qui est opposée à cette façon de voir les choses. C'est des idéologies extrémistes qui ont fait leur temps. L'impérialisme, le suprématisme, ils ont fait leur temps parce qu'ils ont été défaits par le pur rapport de force, par la réelle politique. Ce n'est pas par une morale divine qui s'est abattue sur eux, c'est par la réelle politique. Et on voit dans la région d'ailleurs même que les pays arabes ont quand même une approche, alors certes ils condamnent Israël, mais en même temps ils ont une approche assez réaliste de la question, c'est-à-dire qu'ils vont quand même essayer d'organiser avec l'Égypte la construction d'un camp dans le Sinaï pour les réfugiés palestiniens. On ne sait d'ailleurs pas très bien comment ces réfugiés seront traités et qu'est-ce qu'ils deviendront. Comment tu analyses un peu cette
cette dynamique aussi régionale par les pays arabes. Les pays arabes ont une approche pragmatique. Ils ne peuvent pas entrer en guerre. Ils n'ont pas les moyens d'être en guerre contre Israël ou les États-Unis. Ils le savent très bien. Donc, ils ont une approche pragmatique, diplomatique. Ils procèdent par alliance. Ils ont de leur côté quand même une bonne partie du reste du monde. C'est un fait. C'est un fait. Il suffit de voir les votes à l'ONU, les discours à l'ONU. Et ils vont essayer de gérer ça, mais en aucun cas, ils vont faire que cette situation reste permanente. Donc, ils vont continuer à appliquer une pression qu'ils appliquent depuis des décennies. C'est pour ça que le projet Israël n'a pas pu se faire, parce qu'ils appliquent une pression et les Palestiniens devront un jour retourner ou quelque chose devra être fait pour que ces Palestiniens retrouvent une terre. Est-ce que ce sera un État? Est-ce que ce sera 2 États? Est-ce que... Je ne sais pas quelle sera cette solution, mais aucun pays arabe ne va finalement absorber cette population et laisser cette annexion se faire parce qu'ils sont en résistance depuis trop d'années pour permettre ça et ils ont un pouvoir collectif quand même diplomatique, si ce n'est militaire, en tout cas diplomatique, de faire en sorte qu'on n'en arrive pas là. C'est totalement refusé et rejeté cette option de récupérer tous les Palestiniens pour laisser toute la place à la colonisation définitive et l'annexion définitive. C'est quelque chose qui est absolument... Leur propre population ne vont jamais accepter ça. Pour autant, il semble que la solution à plusieurs États, ou en tout cas à une cohabitation entre Palestiniens et Israéliens quelque part au Proche-Orient, ne pourra pas advenir sans... la volonté des Occidentaux, finalement, de le faire advenir, sans la pression des États-Unis. Alors, les régimes changent. Aujourd'hui, on a un régime en Israël qui est d'extrême droite. Il peut changer. Aux États-Unis, on peut avoir une différente vision des choses. Ça va être très intéressant ce qui va se passer ces 20 prochaines années, mais ça va prendre 20 années et quelque chose sera trouvé parce que là, il y a eu un point de rupture quand même. Donc, on est obligé ces 20 prochaines années de trouver quelque chose, une solution viable, surtout à mesure que les nouvelles générations voient ça de manière plus dépassionnée. Et que penses-tu de la couverture médiatique de ces guerres, de ce conflit en particulier? On a vu par exemple des images de soldats israéliens se mettre en scène sur les réseaux sociaux avec des selfies. Daniel Schneiderman a appelé ça des selfie-nocides, puisque c'est des soldats qui se prennent en photo devant des ruines ou des... Voilà. Ouais. Qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que ces techniques finalement... quoi ça te fait penser? Ça montre que ces gens sont tellement fanatiques au point de ne pas comprendre l'impact des images qu'ils envoient. Mais les réseaux sociaux, en relayant ça, ils amènent un complément d'information indispensable. Ils montrent vraiment les horreurs et ça crée beaucoup d'émotions qui fait qu'aujourd'hui, l'opinion mondiale, elle a vraiment basculé côté pro-palestinien malgré tous les efforts faits pour garder l'opinion du côté d'Israël, surtout en Occident. L'opinion ici, il y a eu énormément de manifestations, en Suisse aussi et partout dans le monde occidental, pour vouloir défendre les Palestiniens, droit à leur terre, contre le génocide, pour un cessez-le-feu, etc. Les réseaux sociaux ont été un complément utile où la parole a été quand même plus libre. Et il devient difficile d'accuser d'antisémites n'importe qui révèle des catastrophes humanitaires et criminelles sur place. Et donc aujourd'hui, beaucoup de gens ici sont embarrassés de défendre ça parce que Tsahal va plus loin que tout ce qu'ils auraient pu probablement imaginer. Ça devient très gênant pour tout le monde. C'est une guerre très sale. Ce n'est plus dans l'intérêt de personne. Même Jacques Attali a fait des commentaires horrifiés par ce qui se passe. Il a estimé qu'Israël se tire une gigantesque balle dans le pied. Donc ça n'est plus vraiment dans l'intérêt de personne. Il n'y a personne qui gagne dans cette affaire, même personne gagne de l'argent, même je pense. Et de nouveau, la couverture médiatique ici, dans les médias mainstream, par contre, elle était très prudente, beaucoup trop prudente pour l'occasion, parce qu'on n'a pas envie de s'emballer. On s'emballe volontiers pour l'Ukraine, mais on ne s'emballe pas pour les Palestiniens. On montre trop qu'on est proche finalement des positions gouvernementales. Quelles sont les positions gouvernementales? C'est qu'on est pro-Ukraine et pro-Israël. Donc les médias sont pro-Ukraine, pro-Israël. C'est évidemment insuffisant. Parce que ce n'est pas la sensibilité de l'entier du public. On reflète une vue trop étroite par rapport à ce que le public demande. On donne très peu la parole à des Palestiniens. En France, apparemment, ça a été quelques minutes sur des chaînes publiques. Ça s'est sorti dans le monde diplomatique aussi. La disproportion est évidente. Mais ça fait de nouveau qu'à chacune de ces crises, comme l'Ukraine, le Covid et puis Gaza, les gens se reportent encore un peu plus sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est très négatif. On ne peut pas défendre ça. Si on est un média raisonnable aujourd'hui, on ne peut pas défendre ça. On doit se dire qu'il faut
offrir la parole à tous les belligérants dans tous les conflits et pas uniquement adopter la position gouvernementale, surtout pendant les crises et surtout pendant les guerres. Mais c'est là où on a le plus envie de se ranger dans la conformité avec les autorités et là où on a envie de faire de l'officialisme. Comme ça, on est sûr qu'on n'embête pas et qu'on... Mais le coût est énorme, c'est qu'on perd beaucoup de spectateurs et d'audience parce qu'on commet finalement un acte contre le journalisme qui est de représenter un très très large spectre d'opinions, de points de vue, de sensibilité. Et c'est pour ça qu'on existe en fait. Alors c'est là qu'il ne faut pas oublier notre mission. Alors dans le cadre de ces guerres, dans le cadre de la guerre en Ukraine, de l'affaiblissement dont tu parles de l'Occident, beaucoup parlent de la fin du dollar ou d'un affaiblissement du dollar en tant que monnaie référence de l'économie mondiale. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est vraiment le cas? Alors, c'est très régulièrement, on a dans les médias ici financiers comme Bloomberg et autres, un article qui nous explique que le dollar, le roi dollar, triomphe toujours, qu'il va être irremplaçable, que personne ne lui arrive à la cheville. Et il y aura toujours la même phrase qui est « il n'y a pas d'alternative au dollar ». Alors, ça devient tellement matraqué que ça ne veut plus rien dire. En général, si vous analysez ces articles, si tu prends une série de ces articles, si tu mets sur Google « il n'y a pas d'alternative au dollar »,« King Dollar continue à être au top », etc., tu vas trouver une série d'articles. Ils sont très peu documentés, il y a peu de chiffres. On ne va pas rappeler que la part du dollar dans les réserves des banques centrales est passée de plus de 70% dans les années 80 à moins de 60%, à 59% aujourd'hui. On ne va pas rappeler que les États-Unis, ça représente maintenant 10% du commerce mondial, pas plus. On ne va pas rappeler toutes les opérations de monnaie locale que fait la Chine avec d'autres pays, y compris l'Arabie Saoudite, avec des rials et des yuan chinois. Donc, beaucoup de choses ne sont pas rappelées. L'angle est très précisément orienté marketing pour dire que le dollar... Parce qu'on veut manier, on veut influencer les perceptions. On veut influencer la perception parce qu'on se dit, si les gens ont la perception que le dollar est roi, ils vont continuer à utiliser le dollar. C'est plus ça, la démarche, que de refléter la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est qu'on est dans un monde où la multipolarité émerge très fort. Un monde multipolaire et multimonétaire. Il y a une très forte volonté d'utiliser les monnaies locales, de ne plus passer par le dollar. Le groupe des BRICS, qui est Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, plus quelques autres ajouter d'autres pays, est vraiment résolu. Si quelqu'un écoute leur discours au dernier sommet de Johannesburg, qui se passait il y a quelques mois, ils sont résolus à ne pas être dépendants du dollar pour des raisons très, d'ailleurs, rationnelles. Le dollar se dévalue très fortement à long terme. L'or lui est préférable et donc ces pays achètent l'or. On voit l'or monter. L'or est à un sommet historique. Il a plus de $2000 l'once. C'est pas pour rien. C'est parce que les banques centrales de ces pays émergents achètent beaucoup de l'or. C'est une monnaie de réserve, l'or. Elle prend aussi de la place. Donc ils vont pas augmenter leur part de dollar. L'avenir, c'est ça. Par contre, ils vont augmenter leur part de commerce dans les autres monnaies. Donc, quiconque n'est pas biaisé par des préjugés va pouvoir analyser à partir de là que la part des monnaies émergentes va augmenter dans les réserves et que la notion même de monnaie de réserve unique va s'affaiblir. Elle a déjà plus beaucoup de sens parce que dans un monde multipolaire, l'idée d'une monnaie de référence n'a pas beaucoup de sens. On a aujourd'hui la technologie pour commercer dans toutes les différentes monnaies locales sans passer par une unique monnaie. Et donc le paradigme lui-même de monnaie de référence, il est en train de se perdre. Mais on a des gens qui parlent encore comme dans les années 80. Ils ressassent toujours les mêmes discours, ils ont le même logiciel vétuste des années 80, mais ils ne peuvent pas imaginer un monde où les États-Unis ne dominent pas, où le dollar ne domine pas, où il n'y a pas une seule monnaie de référence comme dans l'après-Deuxième Guerre mondiale. Et pourtant, on est dans un monde maintenant qui est déjà très, très différent. Alors, il faut voyager, il faut discuter avec les gens qui dirigent la nouvelle banque de développement des BRICS, il faut discuter avec des gens en Russie, en Chine, en Arabie Saoudite, et il faut sortir de ce trou idéologique dans lequel on s'est enfermé parce que on est en train de voir par une toute petite lucarne une réalité qui est beaucoup plus complexe aujourd'hui. Et donc, est-ce qu'il s'agit d'une tendance vers une dédollarisation du monde ou est-ce que c'est déjà le cas? Enfin, il semble quand même que le dollar reste la monnaie de référence, par exemple, pour les transactions, ou qu'effectivement elle est moins importante quantitativement qu'avant, mais que ça reste encore une monnaie de référence. Là, tu parles surtout d'une tendance, j'imagine, qui est perceptible sur l'avenir, quoi. Non.
Le dollar, il reste une monnaie de référence dans les transactions financières et boursières. Sur le marché des forex, ça veut dire des devises, il domine beaucoup. C'est aussi essentiellement parce que le pays, les États-Unis, sont le plus gros émetteur de dettes en dollars. Donc il y a une énorme quantité d'obligations en dollars sur les marchés. Et ça crée une grosse présence du dollar parce qu'il y a énormément de produits dérivés en dollars. C'est un dollar financier, mais pas un dollar commercial. Le dollar commercial, lui, il s'affaiblit très vite. Les États-Unis ne représentent pas du tout on est très très loin même du tiers du commerce mondial. Aujourd'hui, la Chine va les dépasser dans le commerce mondial très largement. Et donc, les échanges faits en dollars vont devenir de moins en moins intéressants, surtout à partir du moment où même le pétrole, il est en train d'être négocié. C'était là où il y avait un vrai monopole, c'est sur les matières premières. Le pétrodollar. Ouais. Voilà, maintenant il y a du pétrole négocié entre l'Arabie Saoudite et la Chine dans leurs monnaies respectives, et ça change énormément la donne. Donc, oui, le dollar financier, c'est le marché financier américain, il crée énormément de titres en dollars, cotés en bourse, des actions, des obligations, des dérivés. Et donc, ça donne cette perception, mais c'est une perception qui n'est pas productive, qui n'est pas tangible, c'est pas de la marchandise, c'est pas des matières premières, c'est un peu, bien sûr, parce que les États-Unis exportent du pétrole et du gaz, mais c'est pas que ça. C'est très, très largement de la finance dématérialisée et virtuelle et hautement spéculative, libellée en dollars. Et donc, tu fais effectivement bien la différence entre la finance et le commerce réel, quoi. Exactement. Or, quelle sera la conséquence pour les États-Unis de cette tendance de la dédollarisation de l'économie mondiale? Alors ça, c'est très difficile pour certains de le voir, mais c'est que ça va simplement devenir un pays un peu comme les autres. C'est une normalisation historique. C'est comme ce qui s'est passé avec la Grande-Bretagne. Ça devient un pays, certes de poids, une économie importante, mais qui influence surtout sa région. Donc les États-Unis déjà aujourd'hui se déploient surtout pour leurs exportations et autres vers l'Europe et vers le Mexique, quelques pays d'Amérique latine, mais ils vont se régionaliser beaucoup plus, ils auront beaucoup moins un déploiement global et international. Ils sont en plein découplage avec la Chine aujourd'hui. Ils vont moins construire de choses en Chine. Ils essayent de relocaliser des choses chez eux ou de trouver des pays plus amicaux chez lesquels ils peuvent produire à bas coût. Mais on est vraiment dans une globalisation qui va faire qu'il y aura une zone dollar, une zone euro très très affaiblie, complètement sous la coupe de la zone dollar, et une zone yuan et d'autres monnaies émergentes qui est appelée à une très forte croissance, qui a un potentiel énorme. Et ce rééquilibrage va prendre évidemment beaucoup de temps parce que les États-Unis vont utiliser leur puissance militaire qui est aujourd'hui indiscutablement supérieure. Vous voyez, quand les faits nous disent que c'est indiscutablement supérieur, ça l'est. Là, on ne le nie pas. Et c'est dans le domaine militaire, mais pas monétaire. C'est là d'ailleurs où... Alors, ils vont utiliser cette force pour maintenir une suprématie du dollar qui est en train d'être maintenue sous perfusion depuis déjà une vingtaine d'années, artificiellement, alors que s'il n'y avait pas eu cette puissance militaire, on aurait peut-être eu un crack sur la dette américaine, etc. Mais on s'est permis de faire de l'assouplissement quantitatif gigantesque. On a créé 10 000 milliards de dollars. La Réserve fédérale américaine les a créés sur la planche à billets pour soutenir justement la valeur du dollar, etc. Sa présence, sa puissance, son utilisation, mais combien de temps? Voilà. Est-ce que les guerres qu'on voit maintenant sont peut-être aussi une tentative de la part des États-Unis de maintenir le dollar en tant que monnaie puisque ça profite largement à l'industrie de l'armement, qui est une des dernières encore un peu actives aux États-Unis, quoi. The Economist l'a dit très clairement. Il a dit la guerre en Ukraine, c'est une guerre où l'Occident va tester sa capacité à garder sa suprématie, la suprématie de son économie, de sa finance, du dollar. C'est exactement ça, l'Ukraine. C'est un test pour la suprématie occidentale. Et The Economist a reconnu qu'une majorité des pays du monde n'ont pas voulu sanctionner la Russie, et que ça, c'est un signal qui montre que on n'est pas suivi par le reste de la planète, contrairement à ce qu'on cherche à présenter. On n'est pas vraiment suivi. Donc, on est face à des puissances qui montent et qui ne sont pas alignées avec nous. Et on est dans un moment très dangereux. Alors, nous, on devient très dangereux parce qu'on est dans ce moment très dangereux. Et au vu de la dette faramineuse des États-Unis, quelle serait la conséquence, finalement, pour le pays lui-même de cette fin du dollar, de cet affaiblissement généralisé? Alors, ça ne se passe pas en une fois, c'est un affaiblissement comme ça sur des décennies.
Aujourd'hui, tout tient sur la puissance militaire. Donc ça tient sur on va dire une tête d'épingle, parce que c'est très peu économique, la puissance militaire. Et donc, le dollar lui-même, le jour où la puissance militaire est remise en cause ou qu'il y a un doute dessus, la première chose qui se passe, c'est une très très forte dévaluation, un effondrement, un défaut théorique du gouvernement sur cette dette qui dépasse aujourd'hui les 30 000 milliards de dollars. Une charge d'intérêt qui est, à un moment donné, elle va devenir intenable. Il suffit que les taux d'intérêt montent un peu et puis les intérêts américains ils sont de plus de 1 000 milliards, ça veut dire 1 trillion de dollars par année. Là, ils tiennent justement parce qu'ils peuvent imprimer de la monnaie. Ils impriment pour payer les charges d'intérêt. Donc on est vraiment dans ce qu'on peut appeler un schéma de Ponzi, parce qu'il faut imprimer pour payer les intérêts sur une dette qui elle-même avait été imprimée. Et donc cette fuite en avant, elle est appelée à dévaluer le dollar, mais comme l'euro il baisse encore plus ou tout autant, plusieurs monnaies qui se dévaluent en même temps, ça donne l'impression qu'elles gardent une certaine valeur. Mais c'est face à l'or qu'on voit la différence. Elles ont toutes été divisées par 4 face à l'or. D'ailleurs, le franc suisse aussi. Et donc, l'or est cet indicateur qui ne ment pas et qui embête beaucoup les gouvernements parce qu'il dit la vérité. Il dit que ce n'est pas lui qui est monté, c'est ces monnaies qui ont été divisées par 4 en 20 ans. Elles ont toutes vu leur valeur divisée par 4. Il faut 4 fois plus de dollars ou de francs suisses ou d'euros pour acheter la même once d'or qu'il y a 20 ans aujourd'hui. Et est-ce qu'il faudrait remettre un étalon différent? Est-ce que l'étalon or, par exemple, qui était présent dans l'économie pendant très longtemps, est-ce qu'il faudrait le réhabiliter? Ou est-ce que l'économie, finalement, n'a pas besoin d'étalons particuliers? L'économie n'a pas besoin d'étalons particuliers. L'or restera une monnaie de réserve solide qui ne se dévalue pas. Et donc, il prendra une bonne place dans les banques centrales des pays qui connaissent encore la valeur des choses, qui ont bien géré, qui ont des excédents commerciaux, etc. Et c'est beaucoup des pays émergents, bien sûr. Mais surtout, l'étalon va être un panier de monnaies de puissance économique émergente, basés sur leurs ressources réelles. Ça veut dire leurs matières premières, leur commerce en tout genre, leur technologie. Et ce panier représentatif de ces grandes économies va être le nouvel étalon. Et il sera de facto le nouvel étalon, ou il sera finalement les BRICS il pourrait à un moment l'instaurer pour créer un marché commun entre certaines de ces puissances qui voudront rentrer dans cette alliance. Et à partir de là, il y aura des échanges privilégiés dans ces monnaies qui font partie du club entre ces puissances commerciales émergentes. Et c'est vers ça que les BRICS se dirigent, bien sûr. Ça, c'est leur idée. Effectivement, il faudra voir si les États-Unis laisseront faire aussi facilement que ça cette chose-là. Alors, aussi, ils n'ont pas forcément le choix, mais tant qu'ils ont le choix, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est de parler de ça de manière négative pour affaiblir le projet, bien sûr. Ça va être surtout une guerre de l'information parce que, faute de possibilité d'autres guerres, ça va être une guerre rhétorique comme il y a aujourd'hui sur la Chine. Moi, je travaille dans le journalisme économique. Ça fait 20 ans qu'on annonce un effondrement ou du système bancaire chinois, ou du marché immobilier chinois, ou du gouvernement chinois, ou des grandes entreprises chinoises. Enfin, on n'est que là-dedans. Il n'y a jamais eu des infos positives sur la Chine. Après, on a les États-Unis où il y a 40 banques qui font faillite. C'est des banques moyennes, certes, mais 40 banques qui ont fait faillite en mars dernier. Au moment où Crédit Suisse s'est effondré, c'est très positif. Tout le monde n'y voit que du bien. La dette américaine explose. Ils ont régulièrement des problèmes avec le nouveau plafond de la dette. Ils sont régulièrement au bord de la faillite technique. C'est super, on trouve ça magnifique. On n'a rien à dire à ce sujet. Ça en est vraiment ridicule parce que c'est juste un biais extrême qui nous empêche justement de remédier aux problèmes qu'on a ici. Tant qu'on est dans ce biais, on ne pourra pas s'améliorer ici. On va juste mettre les choses sous le tapis jusqu'à l'explosion finale. Mais on ne fait que retarder le problème. On ne met pas des vrais remèdes là où on devrait. Parce qu'on refuse de se voir objectivement. D'ailleurs, effectivement, tous les indicateurs aux États-Unis sont négatifs. C'est-à-dire, Emmanuel Todd, dans son dernier livre, parle de baisse de la mortalité. Oui. Et effectivement, ça dénote d'une crise. Voilà, baisse de la mortalité, hausse de la mortalité, baisse de l'espérance de vie, hausse de la mortalité infantile, augmentation du taux de suicide, taux d'incarcération extrême. Tout ce genre de paramètres de développement humain, aujourd'hui, correspondent quasiment à un pays du tiers-monde. Personne ne peut le nier, mais on ne veut pas mettre l'accent dessus parce que
on a décidé qu'on est prêt à mourir avec les États-Unis. J'ai un collègue journaliste qui m'a dit « je suis prêt à mourir avec les États-Unis qu'à vivre dans un monde dominé par les Chinois, par exemple ». C'est aussi des préjugés très culturels. On peut les comprendre. Je peux tout à fait comprendre que beaucoup de gens en Occident se sentent beaucoup plus proches des Américains que des Chinois. C'est tout à fait humain. Mais à un moment, il faut juste essayer de mettre les faits sur la table et les accepter parce que le citoyen doit vraiment être informé correctement. Alors Mireille Zaki, on arrive gentiment à la fin de notre entretien, mais avant, on a quelques questions des membres de notre association qui nous sont parvenues pour toi. Oui. Alors la première, c'est si on part du principe que l'Europe s'effondre économiquement pour quelques décennies, quel est l'avenir de la Suisse au milieu de tout ça, au milieu de l'Europe? Et est-ce qu'une exception helvétique pourrait quand même se dessiner à l'avenir? Alors, moi, je n'essaye pas de faire un marketing volontariste pour notre chère Suisse, que j'affectionne aussi beaucoup. Moi, j'estime que les conditions qui ont prévalu les 50 dernières années et qui ont fait le succès de la Suisse les 50 dernières années ne seront tout simplement plus là les 50 prochaines années. C'est très simple, je veux dire. Notre succès a reposé sur des conditions exceptionnelles où on était laissé relativement tranquille. On a pu conserver une neutralité qui nous a permis d'accueillir les affaires du monde entier en toute quiétude, de pouvoir bénéficier d'un certain secret bancaire et d'une certaine diplomatie bancaire avec des banquiers de haut vol qui connaissaient tout le monde à Washington et à Londres, de pouvoir avoir un secteur horloger de pointe qui n'était pas concurrencé par d'autres et avoir aussi des capacités en microtechnique tout à fait exceptionnelles, un système de formation exceptionnel. Aujourd'hui, on est très, très fortement concurrencé par l'Asie dans tous les domaines de la technologie et on n'a pas le même niveau de compétences pointues que les pays asiatiques comme Taïwan et la Corée du Sud, par exemple. Mais on n'a plus non plus notre secret bancaire et notre neutralité pour nous créer un espace protégé comme ça dans lequel on peut accueillir les affaires du monde entier. Aujourd'hui, nous, la Suisse, on n'ose plus parler à certains pays, on n'ose plus faire des affaires avec certains pays. Je vais voir des banquiers, je leur dis, est-ce que je peux investir dans les pays émergents? Ils me disent non, ça, parce que la Chine, on va éviter, parce qu'il vaut mieux investir sur le marché américain. Je les vois, ils n'arrivent plus à vendre les mêmes produits qu'ils vendaient, ils n'ont pas cette liberté de faire affaire avec tout le monde. À partir de ce moment, tout change. Si on ne peut pas dialoguer avec tout le monde, faire affaire avec tout le monde, si on n'est pas libre d'être cette Suisse des affaires, l'argent ne va pas tomber du ciel. Si Dubaï nous remplace, et c'est le cas, en train d'arriver, ils reçoivent toutes les affaires du monde entier, ils font ce qu'ils veulent. Ils parlent à qui ils veulent. En toute personne les leur dit, tu ne parles pas à un tel, tu te fâches contre un tel, tu exportes des armes à un tel, tu supprimes ta neutralité avec un tel. Ils font ce qu'ils veulent. Et c'est ça, la recette de la prospérité. Et oui, la recette de la prospérité, ce n'est pas une espèce de posture morale où on est dans le camp du bien contre le camp du mal ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout ça, la recette de la prospérité. Et donc, non, on n'a pas les conditions aujourd'hui pour briller. Et on est quand même très, très liés, parce que 65% de nos exportations sont vers l'Europe, l'Union européenne. On est très liés, notre destin est très lié à l'économie de ce vieux continent. On n'a pas pu conclure des accords de libre-échange avec le Golfe, la Chine. On n'a pas pu. Aujourd'hui, la Chine sait très bien qu'on est totalement aligné avec l'Europe. L'ambassadeur chinois ici, j'ai eu des rencontres de la presse avec beaucoup d'autres confrères. On l'a rencontré. Il a dit pourquoi les journalistes suisses sont hostiles à la Chine. Il est très mécontent. Il estime que. Alors après, certains vont dire mais c'est normal qu'on soit méchant avec lui. Il le mérite, etc. Mais c'est. La Chine, dans ces conditions, elle ne va pas venir s'implanter ici. Je veux dire, c'est ce manque, c'est ce biais qui a été adopté, où on a eu l'ambassadeur chinois qui nous a même dit « J'estime que les journalistes africains sont beaucoup plus positifs sur la couverture, ou diversifiés surtout, pluralistes quand ils parlent de la Chine, qu'ici, où il y a une seule voix qui est systématiquement critique. » Et certains ont pris la parole pour expliquer « Oui, c'est normal, parce que vous violez les droits de l'homme, vous êtes ci, vous êtes ça. » Alors, il a fait le procès aux Chinois, comme si nous, ici, on était comme si nous, ici, on était vraiment des parangons de vertu, comme si on n'avait pas accueilli les services secrets américains qui espionnaient depuis
Russie et les services secrets allemands pendant des années, comme si on n'avait pas accueilli l'argent des potentats, comme si on avait... Enfin, je veux dire, nous, on n'est pas non plus irréprochable, on n'a pas à donner des leçons à des grandes puissances. Et alors, si on le fait, on n'a qu'à donner des leçons aussi aux États-Unis, mais on ne le fait jamais. Et voilà, donc on n'a pas aujourd'hui les conditions pour accueillir les Chinois ou d'autres grandes puissances comme le Golfe et d'autres. On ne montre pas les atouts pour ça. On est totalement aligné au niveau politique étrangère sur l'Union européenne et Bruxelles et Washington. Et donc, il n'y a pas les conditions pour que des affaires incroyables se fassent. Les sièges de très grandes multinationales du reste du monde viennent ou quoi que ce soit d'exceptionnel. Est-ce que la Suisse ne restera pas finalement quand même un endroit refuge ou est-ce que la monnaie suisse ne sera pas, on voit que le franc devient très fort actuellement, est-ce que ça ne sera pas une monnaie refuge à l'avenir qui permettra à la Suisse de maintenir Alors c'est justement le mot refuge qu'il faut arrêter malheureusement de dire parce que depuis qu'on a gelé des avoirs russes ici et qu'on est prêt à les confisquer, à les donner même pour reconstruire l'Ukraine, en fait il y a beaucoup de pays souverains qui ne vont pas mettre des fonds souverains ici. Ça, c'est quelque chose qui est terminé. Il n'y aura pas de fonds souverains qui vont venir se placer au risque qu'à un moment, Washington décide qu'il faut les geler. Les gens ne sont pas fous. Ils se protègent. Risquer de perdre 300 milliards parce que nous, on a appliqué une décision de Washington ici, on a gelé des fonds. C'est fini. Vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé avec la guerre en Ukraine, quelque chose s'est passé avec la guerre à Gaza et le 7 octobre en Israël, quelque chose s'est passé. Il y a eu des limites qui ont été franchies, il y a eu des changements de paradigme. On va les voir se concrétiser. Alors, deuxième question que je cite. Par quel pouvoir, par quelle nécessité, par quelle sagesse pourra-t-on passer d'une économie biaisée, basée sur la concurrence, à une économie digne de ce nom, basée sur la responsabilité mutuelle et la gestion mesurée des ressources? Ça va être très difficile parce qu'aujourd'hui, le lobby des entreprises est quand même très, très puissant. Si vous remarquez, les entreprises échappent à beaucoup d'efforts pour la collectivité. Par exemple, tout ce qui est climat, quand il y a la COP28 qui se réunit, on a l'air de ne pas comprendre que c'est d'abord les entreprises et les industries qui sont les plus gros pollueurs. Qu'est-ce qu'on leur impose? Où est-ce qu'elles sont dans la déclaration finale de la COP28? Où est-ce qu'elles sont quand les assureurs augmentent les primes maladie? C'est quand même les assureurs qui encaissent les augmentations, ils encaissent. Et nous, on se débrouille pour qu'il y ait des subsides, pour que les pauvres payent des primes maladie qu'ils n'arrivent pas à payer. Et donc, la Confédération et les cantons deviennent le premier client des assureurs. Quand UBS rachète Crédit Suisse, c'est que du bénéfice. Quand les fabricants de vaccins profitent de décennies de recherche publique, c'est que du bénéfice pour les actionnaires. Quand Carrefour est subventionné par l'État français bien avant le Covid et pendant le Covid et même encore maintenant après le Covid, il distribue des records de dividendes. Si on n'arrive pas à obtenir quoi que ce soit des entreprises, on n'arrivera pas à responsabiliser l'économie. C'est très simple. Et donc, pour obtenir ça des entreprises, il aurait fallu que les États soient forts, suffisamment forts pour imposer des régulations. Mais maintenant, c'est l'inverse. C'est les entreprises qui imposent des volontés aux États et c'est démontré par des enquêtes très, très pointues et détaillées qu'une ONG, elle fait par exemple sur le détail des réunions de lobby. Le lobby de l'industrie chimique européen, par exemple, à Bruxelles, qui empêche maintenant la réduction des pesticides selon les objectifs climat qui ont été adoptés par l'Union européenne. Donc, ces freins vont être permanents et c'est pour ça que je parle d'une perte de démocratie, parce qu'on est en train d'arriver vers une oligarchie. De nouveau, il faut réussir à voir ça sobrement, ne pas s'enfermer dans des grands discours. C'est plutôt un système oligarchique aujourd'hui, mené par des très grandes entreprises dont les intérêts sont aussi contraires à des PME. Les PME sont tout aussi victimes que les citoyens des gains engrangés par des entreprises qui sont très, très mal redistribués. Donc, on ne va pas vers une responsabilisation de ces entreprises. On n'arrive pas. On continue à faire des grandes messes, des sommets climat, des choses. Mais après, ça ne suit pas. Les émissions carbone sont au plus haut aujourd'hui, elles ont continué d'augmenter, elles ont juste baissé un peu pendant le Covid par nécessité, mais là, elles sont au plus haut, les émissions carbone globales. Elles n'ont jamais été aussi élevées. Petit retour en arrière sur la question des images de guerre sur les réseaux sociaux. Dans les médias conventionnels, on a tendance à énormément édulcorer ces images, à rien montrer, pas de sang, pas de... Est-ce que ça, c'est une pratique qui va empêcher justement cette prise de conscience du citoyen
de la violence de la guerre, et puis empêcher que le citoyen se rebelle contre cette guerre, et puis dise, moi, à un moment donné, moi, je suis pas d'accord qu'on fasse la guerre, je veux pas soutenir ça, ou... Oui, bien sûr. Si on se limite uniquement à regarder les médias conventionnels, une très grande partie de la réalité va nous échapper. C'est comme pendant les Gilets jaunes, où on voyait certaines images, mais c'est les réseaux sociaux qui ont révélé la violence des CRS vis-à-vis des Gilets jaunes, par exemple. Tout ce qui était personnes éborgnées, mains coupées, je ne sais pas quoi, là. Tous ces accidents, on les a vus sur les réseaux sociaux. Donc, ils viennent compléter la réalité. Mais les jeunes, eux, ils sont sur les réseaux sociaux. Ils ne se contentent pas de ces médias classiques. Peut-être les retraités sont sur les médias classiques et vont moins sur... Et encore, il semble aujourd'hui que les retraités sont extrêmement présents à travers leur téléphone toute la journée. Ils ont que ça à faire. Ils vont énormément sur des réseaux sociaux, peut-être plus Facebook que TikTok. Mais cette partie de la réalité ne leur échappe pas vraiment. Donc tout ce qui reste à la fin, c'est que le public devient conscient que les médias principaux, dominants toujours de référence, ils sont trop lénifiants sur certaines réalités. C'est surtout ça la prise de conscience. Mais le fait de se dire qu'il se passe d'autres choses, aujourd'hui tout le monde le sait. Après, oui, certains préfèrent croire à la parole officielle et vont plus croire à ça et effectivement rester trop protégés par rapport à cette violence des guerres et préférer ne pas trop la voir et préférer suivre la ligne d'ordre gouvernemental. Bien sûr, ça va être toujours la partie conservatrice de la société qui va se contenter, mais les jeunes vont venir massivement dans le monde du travail, dans le monde politique, et ils auront peut-être eu une toute autre perception depuis toutes ces années avec ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent sur les réseaux sociaux. Et le risque peut-être, c'est aussi une trop grande saturation, c'est-à-dire que les gens... en voyant ce qui se passe dans le monde, le caractère un peu très négatif qui peut être véhiculé par l'information, finalement sature et se détourne des médias. Alors, il y en a qui vont se détourner et être trop sensibles et être saturés. Il y en a qui vont faire carrière et décider de plus du tout s'exposer à ça parce qu'ils ont d'autres intérêts. Et il y en a d'autres qui vont être extrêmement politisés. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. La génération qui a suivi la génération Z, qu'on appelle, je crois, la génération Alpha, je ne sais pas comment on l'appelle, mais les tout jeunes qui sont nés en 2013, 2014, c'est des gens, ou les 2010 même, vont peut-être être plus politisés que nous. On va voir, mais il y a différentes tendances qui se dégagent. Beaucoup de gens aimeraient déjà les contrôler maintenant, mais certains vont acquérir une sensibilité très précoce. Par exemple, les jeunes de Gaza, eux, ils ont été exposés à une violence inouïe et c'est des gens ultra mobilisés jusqu'à la mort. Ils vont se radicaliser certainement. Voilà. Alors ici aussi, certains vont pouvoir se radicaliser et se politiser à fond face à cette réalité que les réseaux leur montrent. Et donc ça risque de créer des tensions émotionnelles assez fortes entre des groupes de population. Oui, alors on est clairement dans une logique en Occident où on va importer la violence du reste du monde dont on se débarrassait avant parce qu'on voyait peu de choses, il y avait une espèce de paix relative, on dominait le reste du monde. Alors, on pouvait garder une sorte de démocratie assez pacifique ici. Mais maintenant qu'on ne domine plus le reste du monde, les rapports de violence viennent ici. Ils viennent chez les travailleurs du bas de l'échelle. Ils sont ici maintenant. Il y a les tensions sociales, les inégalités qu'on a ici. Tout ça, c'est comme si on avait rapatrié toute la violence qu'on avait sous-traitée jusque-là, quand on avait cette domination sur le reste du monde. On pouvait exercer des guerres, extraire des ressources, des mines en Afrique, faire nos petites choses, prendre des richesses ailleurs. Maintenant qu'on peut moins le faire, ici, il y a moins de prospérité et donc beaucoup plus de violence et de tensions sociales et d'inégalités. Et c'est un peu, un peu l'heure de vérité pour les démocraties. C'est un fait, on ne peut pas se le cacher. Est-ce que cette radicalité chez les jeunes, ce fait de suivre certaines causes, le militantisme, etc., ça peut pas produire aussi l'effet inverse? Ça veut dire, est-ce qu'on peut pas manipuler ces jeunes en leur mettant en avant des fausses causes à défendre, en biaisant leur point de vue, et puis les perdre complètement dans cette cause-là, au lieu de les faire réfléchir sur les vrais sujets de société qui leur profiteraient, par exemple? Alors, bien sûr que ça, c'est un énorme danger.
En fait, il y a des documents que l'OTAN a rédigés avec des universités comme Harvard sur la guerre cognitive. Ça, c'est la guerre de demain. Ça va être la guerre pour les cerveaux des gens ici, la guerre pour l'opinion publique. Quand l'OTAN parle de ça, il parle de ce que la Chine et la Russie vont faire comme guerre cognitive, mais on imagine que l'OTAN est aussi en train de préparer sa propre guerre cognitive, c'est-à-dire sur les réseaux, il y aura des armées de trolls ou de gens qui viennent influencer dans une direction ou dans une autre et créer des réalités et manipuler les perceptions. Ça, c'est vraiment le terrain, le champ de bataille de demain. C'est là que tout va jouer. Donc les plus fragiles, les plus crédules, les plus frustrés, les réseaux sociaux pourront les radicaliser à l'envi et dans les directions qu'ils veulent. Qu'est-ce qui va venir comme contre-pouvoir face à ça? Qui va pouvoir faire réfléchir ces nouvelles générations, les ramener à la réalité, les faire atterrir, les désintoxiquer, les déradicaliser, leur dire ça c'est des psy-ops, c'est des opérations psychologiques de telle armée, faites attention. Qui va débunker ça? Et il faudra des armées de débunkers en face des armées de trolls. Et malheureusement, c'est un monde un peu dystopique qui s'ouvre à nous, que nous, aujourd'hui, ça nous dégoûte un peu d'imaginer ça. Mais tous ces gens qui passent tout ce temps sur le digital, on va essayer d'attraper leurs opinions, d'attraper leurs adhésions. Et toutes les armes seront bonnes, hein, tous les moyens seront bons. Oui, parce que finalement, pour notre génération, la référence, c'est les médias traditionnels. Mais pour la jeune génération, la référence, la vérité, c'est les réseaux sociaux. Exactement. Et aussi les lignes de commentaires. Ça veut dire, les jeunes, aujourd'hui, ils lisent les fils de commentaires, ils adorent lire ce que leur père pense, encore plus que le post principal. Et donc, ils sont très vulnérables à ce qu'on fasse pénétrer dans ces réseaux des armées de désinformateurs, comme on a aussi aujourd'hui. On a des gens qui ont des prénoms marocains, qui critiquent le monde arabe. Et en fait, c'est des fermes de trolls israéliennes qui ont fabriqué ça. Il y a des tas de choses comme ça qui se passent tous les jours, qui sont révélées, qui sortent, et puis ça continue. Et on le sait qu'une fois que c'est trop tard, parce que ça fait des mois de dégâts et de désinformation, comme Cambridge Analytica, avant qu'on sache qu'est-ce que c'était en fait. Donc il faut être dans le filtrage et le soupçon face à ce qu'on lit, ne pas prendre n'importe quel compte pour un compte véridique avec une vraie personne humaine derrière. Et ça nécessite un véritable apprentissage. C'est la maturité. Ça nécessite une formation extrêmement pointue. Mireille Zaki, on arrive gentiment au terme de notre entretien. Alors, on termine d'habitude avec une carte blanche pour nos invités. Donc voilà, si tu as quelque chose à ajouter. Il m'a semblé que parmi les choses que tu voulais traiter, il y avait aussi ces consortiums de journalistes et ces alliances de journalistes avec les réseaux sociaux et tous ces grands regroupements pour combattre les fake news et pour sortir des enquêtes. J'ai juste envie de dire attention. Je parlais effectivement de la Trusted News Initiative, qui est un partenariat dans le cadre du Covid qui a été mis entre les grands organes de presse et les géants du numérique. Oui. Alors, moi, je trouve que ces choses institutionnelles ont finalement très peu à voir avec l'éthique et la volonté et la mission du journaliste individuel qui est au service de son public. Autre chose, les consortiums d'investigation qui arrivent tous, je te vois sourire parce que tu sais ce que j'en pense, je pense, et toi aussi tu n'en penses pas moins. Ils arrivent tous avec les mêmes communiqués de presse le même jour qui nous expliquent qu'il y a des tas de gigaoctets gigantesques qui révèlent une fraude fiscale énorme, les Pandora Papers, les Panama Papers, etc., etc. Alors, on adore se gargariser en félicitant ce type d'opération, mais les Swiss Leaks, par exemple, qui concernaient principalement Crédit Suisse, des comptes d'évasion fiscale chez Crédit Suisse et de potentats, etc. C'était des données déjà très anciennes. Et surtout, qui a sorti ça? L'OCCRP, un consortium basé à Washington. Il suffit d'aller voir nos donateurs, la rubrique « Nos donateurs » sur leur site. Et là, on découvre qu'ils sont parmi leurs donateurs. Ils comptent le département d'État américain. Et la National Endowment Foundation américaine, très connue aussi pour être très proche du gouvernement américain et des points de vue pro-américains. Et la Soros Foundation aussi. Voilà. Est-ce qu'un consortium comme ça va
révéler les noms de milliardaires américains qui évadent le fisc, de politiciens américains qui évadent le fisc, d'espions américains. Non. Et résultat, très souvent, dans ces leaks, on ne trouve aucun, il n'existe pas de grande fortune américaine, il n'y a pas de patron américain, il n'y a pas d'espions américains, il n'y a que des espions russes, il n'y a que des espions chinois, mais il n'y a pas d'espions américains, il n'y a pas de milliardaires américains, il n'y a pas de patrons américains, il n'y a pas d'évadés fiscaux américains. Et est-ce que quelqu'un a remarqué que ces leaks sont très, très axés sur certaines nationalités, avec quelques émirs et quelques émirs de Jordanie et quelques entourages de Poutine et quelques potentats africains. C'est un peu toujours le même genre de profil qui va être mis en avant par ces consortiums. Est-ce qu'on sait qui est la source? Non, on ne sait jamais qui est la source. Est-ce que ceux qui sortent ça savent eux-mêmes qui est la source? On me dit que non. Est-ce qu'on est sûr que ces informations n'ont pas été expurgées? Aucune idée. Pourquoi est-ce que les plus grandes places financières du monde, et on est plusieurs à avoir posé la question, les plus grandes places financières du monde aujourd'hui, où il y a les plus grands paradis fiscaux, c'est les États-Unis et l'Angleterre. Jamais il n'y a eu les London Leaks, et jamais il n'y a eu les Washington, les New York Leaks, les Delaware Leaks, et jamais il n'y aura. Et jamais il n'y aura. C'est une guerre économique, finalement. Voilà. Alors, évidemment, on ne sait pas. Nous, on ne peut pas amener dire voilà, j'ai vu tel membre du gouvernement américain donner à tel journaliste tel fichier, tel jour. Non, c'est pas ça. Mais dans le résultat, dans ce qui est publié, est-ce que c'est véridique d'avoir que des petites places financières comme le Liechtenstein, le Luxembourg, les Bahamas ou le Panama, mais ne jamais avoir le Delaware, ne jamais avoir Londres, ne jamais avoir Jersey-Guernsey, ne jamais avoir toutes les dépendances de la couronne britannique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ne jamais avoir des personnalités de premier rang, de premier niveau de ces pays? Comment est-ce possible? Je veux dire, il faut apprendre à se poser les bonnes questions, à faire les rapprochements, se comprendre où sont les places financières, où sont les enjeux et quelle est la démarche d'une telle information et qui sont les donateurs derrière. Voilà, ça c'était mon message de carte blanche. Très bien, Mireille Zaki, merci pour cet entretien. Merci infiniment.